Herzlich willkommen zu Teil 12, letzter Teil von Sherlock Holmes, Leslie Napoleon. Wenn du Teil 1 bis Teil 11 noch nicht kennst, dann fang bei Teil 1 an, dass du die ganze Geschichte verstehst, also was darin passiert. Falls du nicht verstehst, wie die Methode funktioniert, dann schau die Videos von Vera F. Birkenbiel an. Oder ganz einfach und kurz gesagt, lies einfach das deutsche Wort, während das Französische gesprochen wird. Wenn es dir zu schnell ist, dann kannst du in den YouTube-Einstellungen selber die Geschwindigkeit langsamer machen. Und wenn du dich irgendwann daran gewöhnt hast, sie auch wieder auf die normale Geschwindigkeit zurückstellen. Und genau, damit viel Spaß. Vous vous rendrez compte ensuite, bien que dans l'ordre inverse de la marche des événements, Beppo a eu la perle en sa possession. Peut-être est-ce lui qui l'a volée à Pietro, peut-être était-il son complice, peut-être enfin a-t-il servi d'intermédiaire entre Pietro et sa sœur. Peu importe. Le fait certain est qu'il avait la perle par devers lui et qu'à ce moment, il était poursuivi par la police. Il courut donc à l'atelier où il travaillait, car il se rendait compte qu'il ne lui restait qu'un instant pour cacher ce joyau inestimable qu'on n'eût pas manqué de trouver sur lui quand on l'aurait fouillé. 6 bustes de Napoléon étaient en train de sécher. L'un d'eux était encore mou. En un instant, Beppo, qui était un ouvrier très habile, fit un trou dans le plâtre humide, y cacha la perle et, avec quelques retouches, parvint à recouvrir l'ouverture. C'était une cachette admirable, que personne ne pouvait soupçonner. Il fut condamné à 1 année d'emprisonnement, et pendant ce temps, ces 6 bustes furent vendus. Il lui était impossible de savoir lequel contenait son trésor, et c'est seulement en le brisant qu'il pouvait y parvenir. Il n'eût obtenu aucun résultat en se bornant à le secouer, car la perle devait adhérer au plâtre encore humide, ce qui d'ailleurs s'est produit. Beppo n'a pas perdu courage, et il a pratiqué ses recherches avec habileté et persévérance. Par son cousin, qui travaille chez Gelder, il a réussi à se procurer les noms des marchands qui avaient acheté les bustes. Il a pu obtenir une place chez Moïse Hudson et trouver aussi la trace de 3 d'entre eux. Mais la perle ne se trouvait dans aucun. Avec l'aide sans doute de quelques employés de sa nationalité, il a su découvrir qui avait acheté les autres. Le premier était en la possession de Harker, chez qui Beppo, sans nul doute, fut suivi par son complice Pietro, qui le considérait comme responsable de la disparition de la perle. Une lutte eut lieu, au cours de laquelle Pietro trouva la mort. Si c'était son complice, pourquoi portait-il sur lui sa photographie ? Demandai-je. Pour faciliter les recherches dans le cas où il aurait à le montrer à quelqu'un pour le faire reconnaître. Voilà évidemment la raison. À la suite du meurtre, j'ai pensé que Beppo presserait le mouvement, car il devait craindre que la police n'arrivât à pénétrer son secret, et tenait à ne pas être devancé par elle. Il m'était impossible d'être certain que la perle ne se trouvait dans le buste de Harker. Je ne pouvais même pas affirmer que c'était elle qu'il cherchait. Tout ce que je savais, c'est qu'il cherchait quelque chose, sans quoi il n'aurait pas eu de motif de briser le buste dans le jardin éclairé par le bec de gaz, surtout ayant eu l'occasion de passer devant des maisons inoccupées et plus rapprochées du lieu du crime. Néanmoins, ce buste faisait partie des 3 derniers. Il avait donc, ainsi que je vous l'ai dit d'ailleurs, exactement 2 chances contre 1 pour que la perle ne s'y trouvait pas. Restaient les 2 autres bustes. Il était évident qu'il s'occuperait d'abord de celui qui se trouvait à Londres. Je prévins alors les habitants de la maison afin d'éviter un nouveau drame, et nous avons obtenu le résultat désiré. À ce moment, j'étais sûr que c'était à la recherche de la perle des Borgia que nous étions attachés. Le nom de la victime avait été le trait d'union. Il ne restait plus enfin qu'un seul buste, celui de Reading, dans lequel devait se trouver la perle. Je l'ai acheté en votre présence à son propriétaire, et la voici. Nous gardâmes le silence pendant quelques instants. « Eh bien, dit Lestrade, je vous ai vu entreprendre bien des affaires, monsieur Holmes, mais je n'en ai jamais vu de mieux conduite. Nous ne sommes pas jaloux de vous à Scotland Yard, non, non, monsieur, nous sommes au contraire très fiers de vous. Et si vous y veniez demain, il y aurait
Pas un de nous, depuis le doyen des inspecteurs jusqu'au plus jeune de nos agents, qui ne serait heureux de vous serrer la main. Merci, dit Holmes, merci. Et tandis qu'il détournait la tête, il me parut plus ému que je ne l'avais jamais vu. Un instant après, il était redevenu le penseur froid et pratique que je connaissais. « Mettez la perle dans le coffre-fort, » dit-il, « et examinons maintenant cette affaire de faux de Cork Singleton. Au revoir, Lestrade, et n'oubliez pas que si vous avez d'autres affaires délicates en main, je serai toujours très heureux de vous prêter mon concours. »